Conférence de la paix maintenant et de J-Call avec Jacques Bendelak, Yael Ifra, Ralphie Walden. Bonjour, ce soir nous avons donc notre nouvelle visioconférence. Cette visioconférence est consacrée à une question, un problème qui a bouleversé nos modes de vie, nos économies depuis un an, à savoir cette pandémie de coronavirus qui a traversé la planète et dont nous ne sortons pas tout à fait de la même façon selon les pays et les continents. Israël, par le succès de sa vaccination, a fait la une de tous les médias dans le monde. À côté des pays asiatiques qui ont moins souffert également de l'épidémie, Israël a réussi à vacciner jusqu'à ces dernières semaines la grande majorité de sa population. Tout à l'heure, nos invités nous donneront plus d'informations sur la façon dont cette vaccination s'est procédée. Par contre, malheureusement, plus de 6 000 victimes à ce jour décédées suite à cette épidémie en Israël. Et également, il faudra se poser des questions sur la façon dont on s'est occupé dans les hôpitaux israéliens de la population qui a été touchée par cette épidémie. Pour traiter de cette question, à la fois sur ses aspects sanitaires et puis sur ses conséquences économiques et sociales, nous avons ce soir 3 invités que je remercie vivement d'avoir accepté de participer à notre visioconférence. Je vais les présenter selon l'ordre dans lequel ils vont intervenir tout à l'heure, à savoir, nous commencerons par le professeur Ralphie Walden, chirurgien, ancien directeur de l'hôpital Tel HaShomer à Tel Aviv. Il fait partie aujourd'hui du directoire de cet établissement. Il est par ailleurs président d'une ONG qui s'appelle les Médecins pour les droits de l'homme, une ONG très active à la fois dans les territoires occupés où elle se rend régulièrement toutes les semaines pour soigner des Palestiniens, et également en Israël pour s'occuper des populations les plus délaissées, que ce soit les immigrés ou la population carcérale. Suite à l'intervention de Rafi qui nous parlera donc de l'aspect sanitaire du traitement de l'épidémie, interviendra successivement Yael Ifra, une économiste, chroniqueuse à la radio Cannes, l'ex-Col Israël en français. Elle est également assistante parlementaire à la Knesset, spécialiste des questions économiques et sociales. Et avec elle, Jacques Bendelak, qui est un économiste, chercheur en sciences sociales à Jérusalem, enseignant au collège académique de Netanya, auteur de nombreux articles et ouvrages sur la société civile en Israël, dont je citerai ces derniers ouvrages, Israël mode d'emploi, paru en 2018 chez Plein Jour, et un article paru dans Moyen-Orient numéro 48 de décembre 2020 sur la relance post-coronavirus, quels enjeux économiques et sociaux. Voilà donc nos 3 invités et je passe tout de suite la parole à Ralphie Walden pour commencer à intervenir. Bonjour Ralphie. Merci David pour m'inviter à cette conférence. Permettez-moi de mon petit note personnelle. Je suis né à l'âge de 9 ans. Alors je demande votre indulgence si je risque de trébucher sur certains termes en français. Eh bien, je comprends que mes collègues vont traiter des aspects économiques et sociaux, donc je voudrais surtout parler de la gestion sanitaire de l'épidémie. Je vais faire une brève intervention, après je serai heureux de répondre à vos questions. Commençons par la fin. Israël, en effet, est le premier pays du monde à sortir de la pandémie. Le système scolaire est tout à fait rétabli. Le commerce et les loisirs aussi reprennent. On est même plus obligé de porter des masques dans des espaces ouverts aujourd'hui. Et la meilleure indication, c'est que le problème prend à l'heure actuelle une place très secondaire dans les médias. On parle surtout de la catastrophe humanitaire épouvantable aux Indes, mais en Israël, on a vraiment le sentiment, évidemment, optimiste d'être déjà dans le stage de post-corona. Espérons que ça m'aidera comme ça, qu'il n'y aura pas des surprises désagréables de variants bizarres qui m'avont nous entier. En fin de compte, malgré le succès que nous célébrons aujourd'hui, nous comptons un taux de décès de 60 décès sur 100 000 habitants. C'est bien plus que d'autres pays comme la Grèce, le Danemark, la Norvège, l'Australie, la Corée du Sud et le Japon. Avec ça, il faut prendre en compte les effets secondaires de la maladie qui se présentent parfois de longues semaines et même de longs mois après, soi-disant, le rétablissement de la phase aiguë de la maladie.
Et sans parler des problèmes économiques que mes collègues à ces conférences vont en discuter. Pourtant, nous avions a priori des avantages certains. D'abord, la population d'Israël est jeune, plus jeune que la plupart des pays d'Europe, en statistique. Et puis Israël est ce qu'on appelle un pays-île, c'est-à-dire qu'il y a un seul port d'entrée en Israël, c'est l'aéroport de Ben Gurion. Et puis, un avantage très certain que nous avions et que nous avons toujours, c'est une infrastructure médicale très avancée, avec l'assurance médicale universelle pour toute la population. Dans les premiers mois, la gestion du problème a été franchement déficiente. D'abord, l'envergure du problème dépassait de loin les moyens et capacités du ministère de la Santé. C'est seulement après de longs mois qui est mieux équipé en logistique, en organisation et en main-d'œuvre. Donc, on a perdu des mois critiques avec une organisation assez problématique. Il faut dire que tout le monde en Israël et comme le monde entier, on a été surpris par ce virus malin et on connaissait très mal la maladie. On ne la connaissait pas du tout. On a commencé en avançant à comprendre de mieux en mieux quel est le caractère de la maladie, quels sont les moyens médicaux les plus efficaces. On a essayé toutes sortes de médicaments. On s'est rendu compte, par exemple, que ce qu'on faisait tout au début, c'était on ventilait, on dit bien en français ventiler, n'est-ce pas, les patients à un stage assez préliminaire. Après, on s'est rendu compte que ça cause plus de dégâts que de bénéfices. Pour cela, on a fait un effort gigantesque en Israël pour avoir des appareils de ventilation. On a même mobilisé le Mossad pour trouver un peu partout dans le monde avec une opération. En fin de compte, on est resté avec des milliers de machines de ventilation dont on ne s'est pas servi. On s'est rendu compte beaucoup plus tard qu'il vaut mieux traiter les malades d'une façon plus conservative et seulement arriver à une ventilation artificielle dans des stages beaucoup plus avancés de la maladie. C'est une leçon qu'on a appris, mais après a payé un prix assez lourd. Et puis, il y a un problème de centralisation de la gestion. Alors, au lieu de répartir la responsabilité aux autorités locales, aux municipalités, aux communautés, le ministère de la Santé, le gouvernement général a insisté à centraliser toute la gestion du problème et ça a eu des conséquences assez graves. En plus, il y a une politique de zigzag avec des changements très fréquents des indications. Un certain jour, on a déclaré que le lendemain, tous les restaurants seront ouverts, et puis après 2 jours après, on a fermé les restaurants, de même pour les écoles, pour toutes sortes d'établissements, pour les piscines, pour les instituts du sud-est, etc. Et le public a été très confus pour ce zigzag, et ça crée aussi un manque de confiance, ce qui n'a pas aidé à gérer le problème, parce qu'il est essentiel dans ce genre de situation d'avoir la confiance absolue du public en général pour adhérer vraiment aux régulations qu'on lui impose. Et puis un échec très grave et sur lequel on a parlé beaucoup en Israël, c'était le port d'entrée de l'aéroport de Ben Gurion. Alors, au lieu d'avoir une politique très stricte en restriction des venants du monde entier, il y a eu pratiquement pas de contrôle efficace. Et c'était très manifesté par la permission de l'arrivée de milliers de jeunes orthodoxes, des élèves des yeshivot aux États-Unis, qui sont venus s'échapper du corona en Amérique, où la situation était très grave, pour venir prendre asile en Israël, la situation était bien meilleure. Et ça a été permis, non pas pour des raisons sanitaires vraiment logiques, mais à cause de questions de politique intérieure. Le gouvernement de Netanyahou ne voulant pas avoir un accrochage avec les partis orthodoxes, dont Netanyahou dépend évidemment pour sa politique, pour rester désespérément au pouvoir. Alors c'est un effet vraiment grave sur la population. Et puis, à propos de la population ultra-orthodoxe, il y a eu un manque flagrant, dramatique de discipline de la part de la communauté ultra-orthodoxe. D'abord, alors que toutes les écoles en Israël étaient fermées, les écoles religieuses, les yeshivot, les autres écoles ont resté ouvertes en défi absolu, et même de la politique et des directives du gouvernement.
Et leur attitude était que la Torah va les protéger de la maladie, et c'est comme ça qu'ils ont continué à maintenir cette attitude pendant très longtemps, enfin pendant toute la période de l'épidémie. Et il y a eu un échec total de la mise en vigueur des régulations. On a vu vraiment alors que la plupart de la population quand même était assez disciplinée, on a vu des manifestations en masse de foules d'ultra-orthodoxes pour des manifestations religieuses, pour des fêtes et pour des mariages, etc., en ignorant totalement les régulations. Le comble de l'absurde, c'était les funérailles d'un grand rabbin qui est mort justement du coronavirus. Et à ces funérailles, il y a une participation de milliers de ses disciples, des milliers et des milliers, évidemment, sans masque, sans aucune distance sociale, et justement pour les funérailles d'un rabbin qui est mort précisément du corona. Après, il y a eu un échec grave pour la gestion des malades dans les établissements pour personnes âgées. Alors là-bas, on a réalisé beaucoup trop tard que c'est la population la plus fragile, et il y a eu un taux très grave de décès, puisqu'ils vivent tous ensemble, avec le personnel traitant qui passe de l'un à l'autre, parfois qui passe de l'un établissement à l'autre, et le taux de décès dans les établissements de personnes âgées est très élevé, jusqu'à ce qu'on a vraiment fait un véritable blocus. Et alors aussi, ça a eu des effets très graves pour ces personnes âgées qui étaient isolées du reste du monde, qui n'avaient pas de contact avec leur famille. Et ça a eu des effets moraux vraiment très graves sur eux, beaucoup de dépression. Et dans certains cas, ça a certainement aggravé leur état qui était a priori déjà précaire. Et ce qui a mitigé les dégâts a été d'abord la communauté médicale en Israël. Il faut dire que les hôpitaux se sont mobilisés d'une façon exemplaire, héroïque. Et des dizaines de services de corona ont été établis du jour au lendemain dans tous les hôpitaux d'Israël, avec un personnel traitant compétent. Et puis c'était vraiment une lutte héroïque. Il faut dire que le personnel médical a fait preuve de courage et d'un dévouement infini. Et ils ont eu droit à vraiment la reconnaissance remarquable de toute la population d'Israël. On se demande si est-ce que ça va être traduit à l'avenir avec des fonds et plus importants pour financer le système, et surtout les hôpitaux qui étaient déjà avant le début du corona étaient dans un état assez précaire. Mais espérons que la leçon sera apprise. C'est pas tout à fait certain, surtout dans la condition chaotique actuelle de la politique en Israël. Ben, en fin de compte, ce qui a vaincu l'épidémie, c'est la vaccination en masse. Et là, vraiment, c'est une prouesse sans équivalent dans le monde entier. À l'heure actuelle, plus de 90% de la population adulte en Israël est vaccinée. Ça n'a aucun précédent dans le monde. Et depuis quelques jours, il n'y a pas eu de décès du corona en Israël. Et le taux des examens positifs est maintenant de 0,3%. Et cet effort extraordinaire a été beaucoup grâce au système médical en Israël, l'assurance sociale, des coupot cholim. Alors, justement, en fin de compte, la responsabilité du traitement de l'administration des vaccins a été disséminée dans tous les dispensaires de la coupot cholim dans tout le pays. Et ils ont vraiment été extrêmement efficaces, et ce qui a permis aussi la coopération de la population, sauf évidemment certains éléments qui ont nié l'existence du corona. Et on a déploré beaucoup certains rabbins qui ont beaucoup d'influence sur leur communauté, qui ont déclaré que c'est une grippe un peu comme les autres, et qui ont recommandé à leurs fidèles de ne pas se faire vacciner. On a eu vraiment un cas navrant d'une jeune femme enceinte avec 4 enfants à la maison, qui est morte du corona, et son mari a déclaré à la télévision en effet qu'elle ne s'est pas fait vacciner parce qu'elle a suivi les conseils du rabbin. Enfin, Israël est devenu un gigantesque laboratoire
qui a démontré d'une façon remarquable l'efficacité du vaccin. Et je crois que la compagnie Pfizer qui nous procure les vaccins, enfin qui nous vend les vaccins à bon prix, est très satisfaite de ça parce que c'est vraiment un exemple qui peut être suivi dans le monde entier. Et avec tout cela, tout ce succès, il y a une ombre vraiment sur tout cet effort extraordinaire, et c'est l'attitude envers la population palestinienne qui se trouve pratiquement en grande partie sous l'occupation israélienne. En effet, les vaccins ont été administrés pour des raisons purement égoïstes seulement aux ouvriers palestiniens qui travaillent en Israël. Et l'aide et le reste de la population a été minimale. Pourtant, même sur le plan sanitaire, ça n'a pas de sens parce que nous disons qu'en effet l'Israël est un pays, mais il y a quand même un contact assez permanent avec nos voisins palestiniens qui vivent tout à côté de nous. Et il y a beaucoup de travailleurs qui s'infiltrent en Israël sans autorisation et qui ne sont évidemment pas vaccinés. Donc, nous avons aussi, sur le plan sanitaire, il y avait tout avantage à aider la population palestinienne. En plus, nous avons en stock des millions de vaccins de la compagnie AstraZeneca qui n'ont pas été administrés en Israël et qu'on garde en réserve. Et on aurait pu certainement faire preuve d'un peu plus de générosité et donner au moins une partie pour moins la population, plus particulièrement à risque dans les territoires palestiniens. À l'heure actuelle, seulement 3,3% des Palestiniens ont été vaccinés. Et il y a à l'heure actuelle, c'est tout à fait à la page, il y a 320 000 confirmés en Palestine, il y a 26 000 malades actifs et il y a 3 500 morts. Et là, je considère que c'est une obligation morale et humanitaire, et ça correspond aussi, c'est contraire que nous n'assumons pas. Et c'est contraire à la Convention de Genève qui considère responsable une puissance occupante pour la population occupée, surtout dans des cas d'épidémie. La situation est particulièrement grave à Gaza. L'infrastructure médicale de Gaza était déjà extrêmement déficiente avant le corona. C'était déjà une catastrophe humanitaire et qui est vraiment aggravée d'une façon dramatique avec le corona, avec le manque de personnel compétent, avec le manque de soins intensifs, avec le manque de ventilateurs, etc. Eh bien, mon organisation de Médecins pour le droit de l'homme, nous faisons une campagne intensive autant que possible envers les autorités israéliennes, envers le gouvernement, envers les médias, etc., pour aider la population palestinienne, mais je dois dire sans un grand succès. À ce propos, je voudrais raconter en quelques mots de quoi il s'agit, quelle est cette organisation que j'ai l'honneur de présider. C'est Médecins pour le droit de l'homme. Nous comptons quelques 3 000 membres, la moitié de personnel médical, d'autres volontaires. Et nous sommes très actifs aussi envers la population israélienne, aussi qui manque de soins, mais beaucoup envers la population palestinienne. Nous avons entre autres un dispensaire mobile qui se rend chaque week-end dans un village ou un camp de réfugiés palestiniens avec une dizaine ou douzaine de médecins israéliens, juifs et arabes, et nous donnons des soins gratuits à des 300-400 pharmacies ambulantes et nous distribuons des médicaments gratuitement parce qu'un des problèmes graves en Palestine, en plus de l'infrastructure médicale qui est extrêmement déficiente, c'est le chômage et la grande pauvreté. Alors beaucoup de patients ne peuvent pas se permettre d'acheter des médicaments. Nous faisons un très grand effort aussi de formation des cadres palestiniens avec des cours intensifs dans des hôpitaux israéliens et nos experts viennent en Palestine pour donner des conférences où participent des centaines de médecins palestiniens. Il faut dire qu'ils n'ont pas d'autre occasion d'aller à l'étranger. Il n'y a pas de congrès, de conférences médicales qui prennent lieu en Palestine, donc c'est une source de savoir pour nous. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que nous nous rendons régulièrement à Gaza. Médecins pour le droit de l'homme d'Israël, la seule organisation israélienne qui opère à Gaza. Alors nous avons toutes les quelques semaines un groupe de médecins israéliens
d'experts éminents qui se rendent à Gaza pour, pour faire des conférences et surtout pour, pour faire des opérations avancées dans des cas de maladies oncologiques, l'orthopédie avancée, problèmes cardiaques, vasculaires, etc. Et non seulement ils performent ces opérations, mais aussi ils forment les médecins locaux. Et à chaque fois, nous amenons avec nous de l'équipement médical qui est extrêmement nécessaire, les médicaments, etc. Donc, nous faisons à la fois cette aide humanitaire en Palestine, en Cisjordanie et à Gaza, et nous faisons aussi des gigantesques efforts autant que possible sur le plan de public, en appel aux médias, aux autorités israéliennes. Et dans certains cas, ce sont des succès. Nous réussissons par exemple à permettre le passage de patients palestiniens pour être traités en Israël ou pour transiter par Israël pour les hôpitaux de présence de Gaza vers Ramallah ou Naplouse. Et nous avons réussi à faire permettre des parents à se joindre à leurs enfants qui sont hospitalisés en Israël, ce qui n'est pas évident du tout. Nous avons fait une grande campagne pour permettre à des femmes avec du cancer du sein de se faire traiter dans les hôpitaux israéliens, les hôpitaux palestiniens en Cisjordanie. Mais maintenant, vraiment, la grande opération que nous faisons, c'est d'essayer de convaincre, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'inciter le gouvernement israélien à donner aide aux Palestiniens. Alors, pour tout ça, j'espère, nous avons évidemment besoin de l'aide de nos amis du monde entier, et j'espère que vous-même, qui participez à cette conférence, voudrez bien participer aussi à cette aide à Israël. Alors voilà, j'ai été bref dans ma présentation, je serai très heureux de répondre à vos questions plus tard, si vous voulez approfondir sur un thème ou un autre à votre volonté. Merci Rafi. Il y a 2-3 questions qui sont vraiment de ta compétence. Alors la première, c'est le déconfinement aujourd'hui que l'on voit sur les écrans des télés françaises. On voit à Tel Aviv les jeunes refaire la fête dans les cafés, les restaurants, les boîtes de nuit. Est-ce que dans le contexte actuel, il n'y a pas un risque de retour de l'épidémie? Parce que ce n'est pas trop rapide. Oui, eh bien, tout ça a été fait d'une façon très graduelle. On a beaucoup craint pour les fêtes de Hanouka, après de Pessah, etc., où il y a évidemment une concentration de personnes, qu'il y ait de nouveau une vague d'épidémie. Ça n'est pas arrivé. Et ça, c'est surtout grâce au vaccin. Quand 90% de la population adulte est vaccinée, le risque est beaucoup moindre. Mais tout ça a été fait graduellement, et on reste toujours avec, en tenant le pouls et voyant ce qui se passe. Donc, c'est graduel et tout n'est pas ouvert encore. Les cinémas ne sont pas encore ouverts. On commence seulement dans les théâtres et les salles de concert aussi, avec un public restreint. Mais il y a toujours la possibilité qu'à un certain moment, si on voit, jusqu'à maintenant, pendant le mois et demi qui ont passé, il n'y a pas eu vraiment une nouvelle vague de coronavirus. Mais on reste, on est optimiste, mais avec précaution. Alors, la seconde concerne les données médicales qu'Israël transmet en échange des vaccins à Pfizer. Quelles sont-elles? Est-ce que ça pose pas des problèmes de privacy, comme on dit ça en français? Bien, un des avantages d'Israël, c'est que nous avons un système de gérer les données en informatique qui est vraiment le plus avancé du monde, même meilleur que ce que nous voyons aux États-Unis ou dans les pays européens. Donc, ces données sont là. Nous n'avons pas créé ces données pour les offrir à Pfizer. Ces données sont ouvertes à tout le public. Donc, il n'y a aucun... nous n'avons pas soudoyé Pfizer pour nous fournir ces vaccins. On les a achetés à bon prix. Mais c'est un public knowledge, je ne sais pas comment ils sont en français, enfin, c'est un savoir public qui est à la disposition de tout le monde. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on les cache en particulier, mais d'abord, alors toutes ces données sont absolument, on insiste absolument, c'est absolument anonyme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déceler les personnes ou les individus, mais ce sont seulement des données statistiques pour les populations en général.
Et puis, enfin, si nous pouvons participer à cet effort, il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Israël est devenu un gigantesque laboratoire très efficace pour réaliser l'efficacité du vaccin. D'accord. Et dernière question, à propos des Palestiniens, quand tu dis que maintenant, avec votre organisation, vous essayez de faire des pressions pour qu'on vaccine les Palestiniens, l'opposition auquel vous vous heurtez, elle vient du gouvernement, elle vient des institutions médicales, elle vient de partis politiques plus précisément. Ou est-ce que c'est des raisons économiques ou il y a des raisons idéologiques aussi? Bon, évidemment, il y a raison économique, parce que ces vaccins ont été achetés à bon prix par Israël, n'est-ce pas? Alors, il y a des limites à notre générosité. Mais on aurait pu faire quand même un effort, au moins pour pourvoyer des vaccins à la population particulièrement risque en Palestine, par exemple au personnel médical. Ça n'a pas été fait. Et la raison n'est certainement pas la communauté médicale en Israël, qui est tout à fait pour. Aussi parce qu'on se rend compte, plus que d'autres certainement, que le danger existe quand même, ce sont nos voisins immédiats. Il n'y a pas, le coronavirus ne connaît pas la frontière, ni d'une verte ni d'autre ligne. Et donc il y a un certain risque que ça transpire du côté palestinien vers Israël proprement dit. Donc la communauté médicale est tout à fait pour, mais c'est l'attitude des partis politiques de droite, avec leur politique anti-palestinienne notoire. Et puisque notre Premier ministre dépend absolument de ce parti de droite radicaux, évidemment, ce n'est pas de sa part qu'on peut s'attendre à une attitude morale et généreuse envers les Palestiniens. Et là-dessus, mettons, Gantz, en tant que ministre, potentiellement premier ministre, je qu'on dit ça, Khalifi, second ministre, enfin, est-ce qu'il n'a pas la capacité, lui, d'influencer là-dessus? Ouais, tu sais, David, dans le chaos politique absolument ahurissant que nous vivons en mettant Israël, vous savez, d'un côté, on est une start-up nation extraordinaire, on a fait des prouesses pour vaincre le corona, mais dans la politique, on est vraiment un pays du tiers-monde. Vraiment, c'est pathétique. Alors, je ne crois pas que ce qui préoccupe maintenant les dirigeants d'Israël, c'est le corona en Palestine, c'est plutôt leur survie politique et comment va se résoudre la pagaille absolument absolue qui règne maintenant dans la politique israélienne. Merci, Rafi. On va maintenant appeler nos deux intervenants, Yael Ifra et Jacques Bandelac. Alors, on a convenu de procéder de la façon suivante. Je pose des questions à l'un et à l'autre et ils interviendront en fonction des questions. Alors, je commence par Yael. D'abord, revenir à l'épidémie elle-même et à la crise sociale et économique qui a suivi, à partir du mois de mars-avril dernier, le développement de l'épidémie en Israël. Alors, la première question que je voudrais vous poser à toi et à Jacques, c'est comment un gouvernement qui s'est constitué, parce qu'on peut même dire que la crise a favorisé la création du gouvernement d'union nationale entre Bleu-Blanc et le Likoud, puisqu'on sortait du troisième tour et qu'à l'époque, il n'y avait pas de majorité ni dans un camp ni dans l'autre. Donc, ils ont constitué un gouvernement pour faire face à l'épidémie. Comment ont-ils géré cette épidémie? Quelles sont les mesures qui ont été prises? Voilà. On a vécu trois périodes de gouvernance de l'économie, de la pandémie, qui ont été très différentes les unes des autres. Parce qu'en fait, quand l'épidémie a éclaté, c'était donc en mars 2020, on était avant le gouvernement d'union nationale qui s'est formé, je le rappelle, fin mai, début juin. Et donc, en fait, dans un premier temps, le gouvernement a été, le traitement de la pandémie a été géré par un homme providentiel, Binyamin Netanyahou, qui s'est présenté tous les soirs à la télé en Israël avec le directeur général du ministère de la Santé. Donc, je rappelle cette grande époque où tous les soirs, nous avions Binyamin Netanyahou et Moshe Bar Siman Tov qui venaient nous annoncer avec un air sinistre des nouvelles pires les unes que les autres, des dizaines de millions de morts. Enfin bon, c'était vraiment absolument terrible. Et donc, le pays a été mis de façon un peu délibérée en état de sidération psychologique, de telle façon qu'on a obéi très rapidement, avec une ceinture qui se resserrait chaque jour, fermeture des frontières, arrêt des vols, fermeture des magasins, confinement total, fête de Pessah imposée en famille nucléaire, etc.
Donc ça, c'était la première période. Et pendant cette période-là, finalement, très peu de choses ont été faites au niveau économique parce que tout en terrorisant la population du point de vue psychologique, du côté du ministère des Finances, on ne croyait pas tellement que la pandémie allait être grave. Et la Banque d'Israël, d'ailleurs, a plusieurs fois publié des communiqués assez optimistes sur les thèmes le PIB ne sera pas atteint, d'ici juin, on en sera sorti. Personne n'en savait rien, mais ce n'est pas grave, ils savent toujours mieux que tout le monde. Et donc, du coup, il n'y a pas eu de dispositifs véritablement d'aide qui ont été déployés. Certes, les magasins ont fermé et beaucoup de gens se sont retrouvés sans emploi, mais on était encore dans la première période. Donc, je rappelle qu'Israël est peut-être le pays le plus radin du monde en ce qui concerne son régime d'assurance chômage, puisque le maximum d'indemnité de chômage qu'on peut toucher, même si on a 50 ans, 4 enfants et qu'on travaille depuis 20 ans, c'est 6 mois, on ne peut pas faire plus, c'est 180 jours. Et donc, pour quelqu'un qui est jeune, par exemple, qui a moins de 30 ans, on prévoit généralement de lui payer 28 jours d'indemnité chômage au maximum. Donc, c'est sûr que dans ces conditions-là, ça allait être compliqué. Si bien que dès que le gouvernement s'est formé, donc comme vous l'avez fait remarquer, ça a servi d'argument à Benyamin Netanyahou pour faire pression sur Benny Gantz et pour monter ce gouvernement dit d'union nationale. Et donc, dès que le gouvernement était monté avec ses 35 ministres, on est passé à une deuxième phase de la gestion de crise qui a été celle du déploiement du filet de sécurité, où là, effectivement, on a commencé à parler d'aide aux entreprises. Je rappelle que déjà à l'été 2020, on avait des petits entrepreneurs qui descendaient dans la rue. Il y a eu le premier mouvement des indépendants qui a très rapidement qui a fait pchit, comme on dit. Et effectivement, le gouvernement s'est rendu compte que ça allait peut-être pas durer 2-3 mois. Ça, c'est petit à petit, ça a pénétré dans les consciences. Et à partir de juin-juillet, on a commencé à voir se déployer des dispositifs caractérisé comme toujours par la main très fermée de l'État israélien. Quand il s'agit de sortir de l'argent, c'est toujours très très compliqué. Donc des dispositifs complètement opaques auxquels personne ne comprenait strictement rien, avec des conditions innombrables pour pouvoir obtenir des aides qui étaient conditionnées à des chiffres d'affaires de 2018. Pour ceux qui avaient monté une entreprise, c'était tant pis pour eux. On a rallongé les indemnités chômage. Dans un premier temps, on les a rallongées de 6 mois. Puis bon, aujourd'hui, elles ont été rallongées beaucoup plus. Et donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui s'est fait jour en Israël, c'est comme toujours la réelle politique, c'est-à-dire attendre de voir ce qui se passe sur le terrain, comprendre que ça ne va pas se passer comme ça et s'adapter. Entre-temps, il y a effectivement quand même eu des dégâts et en particulier l'adoption très très malheureuse par Israël d'un système binaire de 1, on est au chômage ou 2, on travaille, avec aucune possibilité de chômage partiel ou de complément de revenus pour des personnes qui reviendraient à petit au travail. Et donc finalement, à la fin de l'été, enfin vers le mois de juillet, quand on a commencé à tout rouvrir, que le Premier ministre nous a dit d'aller boire une bière et que tout le monde pensait que c'était terminé, la plupart des gens sont retournés au travail une première fois, mais ils ont été immédiatement licenciés au mois de septembre. Et donc, quand on est rentré dans le deuxième confinement, l'histoire n'était déjà plus du tout la même, et au niveau de l'ambiance sociale et au niveau du traitement du gouvernement. Donc là, on est rentré dans une pérennisation de la crise économique avec un traitement qui est quand même devenu plus juste et plus comparable à ce qui s'est fait dans les autres pays développés, puisqu'il y a quand même beaucoup d'argent qui a été sorti. Aujourd'hui, on a sorti quasiment 200 milliards de shekels, avec ce système de boîtes budgétaires hors budget, puisqu'il n'y a pas de budget, puisqu'il n'y a pas de gouvernement, enfin bon, etc. Mais on a quand même réussi à déployer ce qu'il fallait. L'État a largement indemnisé les entreprises, à tel point qu'aujourd'hui, le fisc est en train d'essayer de récupérer des indemnités qui ont été indûment ou non perçues, mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'argent qui a été versé. Les indemnités chômage ont été rallongées et on est rentré dans une période où tout le monde disait de façon super enthousiaste: ah, c'est magnifique, on a découvert le travail, le télétravail, et le monde ne sera plus jamais le même, et il faut exploiter la crise, et les Israéliens, on est tellement forts pour ça, exploiter la crise, tirer des leçons. Donc évidemment, il ne s'est strictement rien passé, parce que la situation politique, d'abord, ne l'a pas permis, parce que les Israéliens sont très mal à l'aise avec l'idée de dépenser beaucoup d'argent, et donc n'ont fait que mettre des pansements sur des jambes de plâtre, au lieu de déployer d'un dispositif de formation professionnelle très étendu qui aurait dû être mis au point parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des carences quand même dans la formation. Enfin, on sait qu'en Israël, il y a des très gros problèmes de productivité. On n'a absolument rien fait. Le ministre des Finances, Katz, et le ministre du Travail, Shmouly,
se sont battus comme des chiens autour d'un os pour avoir le crédit du système de formation professionnelle. 700 millions de shekels ont été débloqués sur le papier. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quelque chose comme 20 ou 30 millions ont vraiment été dépensés. Donc, on voit bien que la crise n'a pas du tout été mise à profit. La seule chose qui a avancé, c'est les travaux des infrastructures, parce que effectivement, les trains étant arrêtés, les travaux de la ligne Tel Aviv-Jérusalem se sont faits très rapidement. Mais je dirais que de manière générale, le traitement a été toujours un petit peu avec un pas de retard, c'est-à-dire on se rendait compte qu'il y avait des dommages, on n'a quand même pas laissé les gens dans la rue, on les a indemnisés, il faut quand même, ça c'est quelque chose qui est tout à l'honneur du pays, il faut quand même le dire, on a réussi à mettre en place ce type de politique, mais toujours avec, en regardant vers l'arrière et en espérant que ça se terminerait demain. Et aujourd'hui, finalement, tout le pays est retourné au travail, sauf que ce système du fait qu'il n'y a pas d'indemnité chômage qui permettent de travailler en même temps fait que ça a créé une poche d'opportunité qui fait que certaines personnes, beaucoup, mais certaines personnes ne veulent pas retourner au travail parce que si elles retournent au travail, elles perdront leurs indemnités chômage, elles ne pourront plus recharger leurs droits comme on peut le faire en France. Et donc, effectivement, certains petits commerces, restaurants, etc., se plaignent qu'ils ont du mal à trouver des salariés. Je pense que le phénomène est beaucoup plus limité que ce qu'on dit, c'est pas si important. Par contre, là où il y a véritablement un dommage qui est vraiment catastrophique, c'est ce qui s'est passé au niveau des écoles, puisque Israël a été le champion du monde du nombre de jours de fermeture des écoles, avec un système complètement fou qui a consisté à laisser à la maison pendant plus d'1 an les élèves de collège qui, en fait, depuis septembre de l'année dernière depuis mars de l'année dernière, jusqu'à mars de cette année, ne sont pas allés à l'école. Aujourd'hui, déjà, le ministère de l'Éducation est en train de faire un certain nombre de retours sur cette période et se rend compte qu'entre 20 et 30% des élèves ont été très impactés par l'absence d'école. Ça veut dire, et au niveau du niveau scolaire, des apprentissages qui n'ont pas été faits. On a carrément repoussé à l'année prochaine pour les élèves de Kita Aleph, donc de CP, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est dire la catastrophe. Et puis, comme on avait ce système du Ramsor, donc des feux rouges, là, rouge, vert, orange, qui classaient les villes, et que forcément les villes ultra-orthodoxes ainsi que les villes arabes, étant les villes les plus pauvres, les plus touchées par la pandémie, étaient tout le temps rouges, dont la ville de Jérusalem, qui est restée rouge quasiment pendant 1 an, eh bien, ce sont les élèves les plus défavorisés qui ne sont pas allés à l'école, sans compter les problèmes de téléenseignement dans des villages où il n'y a pas l'Internet. Donc, je vous laisse imaginer l'efficacité. La campagne de distribution de 150 000 ordinateurs qui, paraît-il, a été menée à terme sans qu'on ne sait pas à qui ces ordinateurs ont été distribués. Aujourd'hui, finalement, les élèves sont retournés à l'école. On est censé avoir informatisé tout le système scolaire. On ne voit rien sur le terrain, donc on verra l'année prochaine. Et là, il y a des dégâts très, très graves qui ont été commis, dont on se rendra compte à long terme, puisque un élève n'est pas allé à l'école pendant 1 an, c'est généralement une perte dans ses revenus futurs, dans sa capacité à faire des études supérieures, dans tout, ça va impacter toute sa vie. Et on estime, selon une étude qui a été publiée par je crois, l'ONU ou la Banque mondiale, je ne me souviens plus très bien, mais en tout cas que cette année de perte de scolarité est également une perte pour le PIB du pays. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que la politique qui a été déployée n'était pas inadaptée. On ne peut pas non plus dire que rien n'a été fait, mais ce qu'on peut dire, c'est que ça a toujours été fait plutôt dans la hâte, avec certaines réticences typiquement israéliennes, à ne pas vouloir ouvrir trop fort la main pour pas que les gens aillent en profiter, et qu'on n'a pas mis à profit les opportunités de cette crise, ni pour former des salariés, ni pour leur donner des formations professionnelles dont ils ont bien besoin, ni pour pallier aux carences du système éducatif. Et finalement, aujourd'hui, on sort de là un petit peu mitigé. Alors, avec le succès éclatant de la campagne de vaccination, ça c'est une évidence, il n'y a rien à dire. Le système de santé a reçu beaucoup d'argent. On entend beaucoup les hôpitaux se plaindre, mais la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais reçu autant d'argent depuis 20 ans. Le budget du ministère de la Santé a vraiment beaucoup augmenté. Après, il y a une guerre qui se produit, comme toujours, entre les Coupat-Cholim et les hôpitaux pour savoir qui va avoir le plus de fonds, puisque, bon, en Israël, ce qui est particulièrement performant, c'est les Coupat-Cholim et ce qu'on appelle la médecine en communauté, c'est-à-dire de proximité. Les Coupat-Cholim sont les caisses de maladie.
Voilà, oui, les Coatrelimes, c'est des caisses de maladie, effectivement. Et donc, c'est ce système d'assurance maladie qui est organisé en 4 caisses différentes et qui est champion du monde pour ce qui est de la médecine préventive, de la médecine de proximité, véritablement quelque chose qui n'existe même pas en France, alors qu'on peut quand même être assez content du système de santé en France. Et donc, les caisses d'assurance maladie, les Coatrelimes, réclament leur part du butin. Bon, enfin, il y a des guerres budgétaires dans lesquelles je ne veux pas rentrer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a eu une prise de conscience que l'État pouvait dépenser de l'argent sans que ce soit une catastrophe, que les citoyens étaient quand même protégés d'une certaine façon, mais que, une fois de plus, sur la vue à long terme, sur la planification, sur la capacité à tirer quelque chose de cette crise en termes de leçons sociales et économiques, on n'a pas vu grand-chose. Et c'est ça qui est un petit peu décevant aujourd'hui. Le pays va continuer à avancer avec quand même des plaies et des bosses. Hein. On est un peu cabossé. Je rappelle le rapport du Bitoire Léomy ainsi que le rapport de l'association La Tête, donc le rapport alternatif sur la pauvreté qui est paru au mois de décembre. Hier, j'étais en réunion avec le président de La Tête et véritablement, on peut dire que là, il y a une catastrophe. Il y a 15% de la classe moyenne qui a dégringolé dans la pauvreté. Il y a des gens qui se sont retrouvés sans aucun revenu. Il y a l'insécurité alimentaire qui a augmenté en flèche. Et donc, toujours derrière les moyennes en Israël, se méfier parce qu'il y a une réalité extrêmement contrastée. Les riches sont devenus plus riches, les pauvres sont devenus pauvres, et le corona n'a pas été un égalisateur, on peut s'en douter bien évidemment, mais n'a fait qu'ancrer et augmenter les inégalités sociales en Israël. Ça, c'est quelque chose dont il faut vraiment s'inquiéter. Bien, merci Yael pour ce premier tour d'horizon sur la situation telle qu'elle a été gérée. Alors, je me tourne vers Jacques. D'abord, si tu as des éléments à compléter sur ce que vient de nous décrire Yael. Et puis plus précisément, je voudrais te demander, cette façon de gérer, une façon, je dirais, clientéliste, telle que ça apparaît en tout cas dans ce que on vient d'entendre, est-ce que ça vous semble la bonne démarche? Est-ce que c'est un petit peu une démarche un peu populiste? Ou est-ce que Israël, depuis des années, s'était un petit peu désengagé de toute la prise en charge des problèmes sociaux, et j'ai l'impression que, confrontés à une réalité, ils ont dû changer un petit peu leur braquet, changer un petit peu leur orientation. Qu'en pensez-vous? Bonsoir. Oui, alors effectivement, on a beaucoup improvisé pendant cette dernière année, pour les raisons qu'on vient de dire, parce qu'on a un gouvernement qui est très instable depuis un an, on a un Parlement qui ne fonctionne pas, on a surtout, ou plutôt on n'a pas de budget voté et autorisé pour 2020 et 2021, donc on a dû utiliser des rallonges budgétaires, des budgets exceptionnels pour trouver l'argent. On a beaucoup fait preuve d'ingéniosité. Vous savez, on est très fort en Israël, alors on a créé des boîtes de Corona pour trouver de l'argent. Je crois surtout qu'on s'est rendu compte très vite que la politique ultralibérale en Israël depuis 2003 a été un handicap justement pour affronter cette crise. Parce que, comme l'a dit Yael, on s'est rendu compte que les allocations chômage de 6 mois, ça ne permet pas de résoudre la question. En Israël, on ne peut pas toucher du chômage sans avoir été licencié. Donc, ça a créé un problème énorme pour la sécurité sociale. Et donc, très vite, on a dû s'adapter de façon très temporaire, très provisoire, pour trouver des remèdes à cette situation exceptionnelle, des remèdes qu'on a trouvés, mais qui ont coûté un petit peu cher, et on n'est pas sûr que cet argent ait été vraiment utilisé à bon escient. Hein. Parce qu'au départ, effectivement, on a relevé les allocations de chômage, on a aidé les indépendants, c'est vrai, et puis comme la colère grondait, alors on a distribué de l'argent, ce qu'on appelle en économie de l'argent hélicoptère, qu'on a distribué à tous les Israéliens pendant l'été de 2020. Et puis, on a augmenté les allocations familiales, les allocations vieillesse. Hein, bon, c'est un petit peu confus parce qu'effectivement, on n'a pas eu dès le départ une vision, j'allais dire, d'ensemble comme beaucoup d'autres pays l'ont eu. Et que c'est vrai, on a beaucoup fonctionné en zigzag. Hein. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la santé. Je vous donnerai juste un chiffre. La dépense moyenne, la dépense par habitant de santé en Israël, c'est la moitié de ce que dépense la France. Hein. En Israël, on dépense $3 000 par tête. En France, ça doit être $6 000.
Donc forcément, quand on a au départ une base moins importante, on a du mal à s'en sortir. Et ça, c'est justement le résultat de la politique libérale depuis 20 ans, qui consiste à rogner dans les budgets sociaux, dans les budgets de la santé, dans les budgets publics en général. Et on s'est trouvé un petit peu handicapé lorsqu'on a voulu venir au secours des gens qui en avaient besoin. Alors, très vite, on s'est rendu compte que on n'a pas de budget, donc il va falloir prendre l'argent quelque part. Donc, comme on l'a dit, Netanyahou a gouverné un petit peu tout seul, il a pris les décisions tout seul, il a pris des décrets d'urgence, il a débloqué des budgets d'urgence. Hein. On a débloqué, c'est vrai, 200 milliards de shekels, c'est énorme. On n'a pas tout dépensé. Hein. On a dépensé les 3/4. On a dépensé en gros, jusqu'au mois de mars, entre mars 2020 et mars 2021, on a dépensé 7% du PIB. Alors 7% du PIB, pour aider la population, c'est beaucoup moins que ce qu'ont fait la plupart des pays européens. Hein. Beaucoup moins que la France, beaucoup moins que l'Allemagne, beaucoup moins que les États-Unis même. Et donc, c'est de l'argent qui n'a pas forcément été suffisant et qui n'a pas toujours été bien distribué, qui n'a pas toujours été utilisé à bon escient, parce que lorsque l'on distribue de l'argent à toute la population, bon, forcément, on se doute bien que les plus riches n'en ont pas forcément besoin. Et donc, voilà, tout ça, ça a été un petit peu chaotique. On a essayé, tant bien que mal, de boucher les trous. Et puis, le gouvernement, en fait, s'est rendu compte très vite que la seule solution pour sauver l'économie, c'était la vaccination. Et donc, on a parié sur la vaccination parce que c'était une chose qu'il fallait faire, mais avec l'objectif que plus on allait vacciner, eh bien, plus on allait sauver l'économie, et donc plus on allait pouvoir économiser de l'argent, hein, puisque c'est ça la politique économique d'un gouvernement libéral comme le nôtre. Alors, la vaccination a réussi, on l'a dit tout à l'heure, hein, et même très bien. L'économie, effectivement, elle a mieux supporté le choc que la plupart des économies occidentales, puisque chez nous, le PIB a baissé de seulement 2,5% en 2020 par rapport à des baisses très brutales dans les pays occidentaux. Donc l'économie a mieux supporté cette crise, mais en tout cas, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont restés à la traîne, parce que, effectivement, Israël, qui était déjà une société très inégalitaire avant de rentrer dans cette crise, elle va en ressortir, comme on l'a dit, encore plus inégalitaire, parce que la crise n'a pas touché toute la population et tous les secteurs de la même façon. Certains, j'allais même dire, en ont profité ou ont été moins touchés que d'autres, et d'autres ont été touchés de plein fouet par cette crise. Alors, il n'y a pas que les chômeurs. Hein. C'est vrai qu'à la pointe du Covid, on avait près d'1 million de sans-emploi. Ce n'est pas des chômeurs, hein, c'est des sans-emploi, c'est des gens en congé sans solde, comme nous disons ici, qui n'ont pas été licenciés. Donc, ce n'est pas vraiment dans la définition du chômage. Mais 1 million, c'était beaucoup de gens qui restaient à la maison, qui travaillaient à distance. Aujourd'hui, en mars 2021, le chômage est retombé un petit peu en dessous de 10%, 380 et quelques mille chômeurs. Alors c'est beaucoup mieux que l'année dernière, mais c'est encore beaucoup, parce qu'un pays qui ne connaît pas le chômage, 10% de chômage, c'est beaucoup, et c'est un chômage qui va diminuer sans doute lentement, hein, parce qu'en fait, les secteurs qui ont été touchés, les chômeurs, ce sont essentiellement les bas salaires, les personnes qui ont une petite qualification, hein, les personnes peu qualifiées, les emplois intérimaires, les emplois à temps partiel. Hein, donc ce sont vraiment les catégories les plus défavorisées avant la crise qui ont été le plus touchées par cette crise. Hein. Et donc forcément, la reprise sera très, très, très inégalitaire. Alors, il n'y a pas que les chômeurs, il y a ce que la Banque d'Israël appelle des entreprises zombies. Bon, alors ça fait sourire, mais c'est un terme qu'on emploie en économie aujourd'hui. C'est une entreprise qui n'a pas les moyens de survivre parce qu'elle n'a plus de rentrée, mais qui survit uniquement par la bouée d'oxygène que lui donne le gouvernement ou les aides sociales. Alors, il y a en mars 2021 70 000 entreprises zombies, c'est-à-dire entreprises qui vont sans doute faire faillite
assez rapidement lorsque l'aide de l'État va s'arrêter. Et ça va mettre sur le terrain aussi beaucoup de chômeurs, parce que ce sont souvent des indépendants qui emploient ou n'emploient pas quelques salariés. Et ça se place dans des secteurs qui sont très ciblés, hein, c'est-à-dire le tourisme, la restauration, le petit commerce, la culture, le sport, les loisirs, hein. Donc c'est sur ces secteurs-là que se centralise la crise économique, hein. Alors que les secteurs qui sont les moins touchés, ce sont les secteurs avec la population active la mieux formée, avec les hauts salaires, c'est-à-dire la technologie, hein, les entreprises qui exportent, les diamants, la finance, hein, tout ça, ce sont des secteurs qui ont réussi à échapper à la crise, parfois même à y gagner, et alors que c'est donc créé, si vous voulez, une ligne de fracture entre les secteurs qui ont été touchés et les secteurs qui ont été épargnés, hein. Et cette ligne de fracture, ce n'est pas une ligne de fracture entre deux secteurs, ce sont deux populations différentes, puisque en fait les plus riches se sont enrichis et les plus pauvres, au final, vont s'appauvrir ou vont rester sur un chômage de longue durée. Donc voilà, la situation aujourd'hui, elle est celle-là. On a une pauvreté, une insécurité alimentaire dont on a parlé qui est très forte, un chômage qui va sans doute durer, alors que de l'autre côté, hein, et ça il faut le dire, on a des secteurs qui ont très bien réagi, et il faut le savoir aussi, l'économie israélienne se trouvait dans une bonne situation à l'entrée de la crise, hein. On n'avait pas de chômage, on avait une monnaie forte, on avait des bonnes réserves en devises. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui, par exemple, que l'économie israélienne a continué à attirer des capitaux étrangers, même pendant cette année de Covid. Les capitaux étrangers, les investissements étrangers ont doublé en 2020 par rapport à 2019, ce qui est quand même extraordinaire. En tout cas, ce n'est pas à cela qu'on s'attendait. Ce qui fait que les réserves en devises d'Israël débordent. On arrive à 180 milliards de dollars, je crois, une somme énorme. Et donc, oui, certains en ont profité, certains secteurs en ont profité. Vous savez que malgré la crise et malgré les problèmes de transport, les exportations israéliennes ont continué de progresser. Ce qui est quand même surprenant. On pensait que bon, s'il n'y a pas d'avions et de bateaux, ce serait difficile d'exporter. Ben non, les exportations ont quand même continué à exporter, notamment de la technologie, notamment des services, hein, des choses qui peuvent s'exporter de façon peut-être digitale, à distance. Mais il y a sans aucun doute des secteurs qui s'en sont mieux tirés que d'autres. Et ce sont ces secteurs-là qui vont continuer de tirer l'économie. Mais le problème social, le problème des inégalités, sans aucun doute, s'est creusé du fait de cette crise, et on va peut-être en parler par la suite. On ne voit pas très bien encore comment le gouvernement va pouvoir mettre en place un programme rapide, parce qu'on se trouve toujours dans un gouvernement provisoire, on n'a toujours pas de budget pour l'année en cours, et donc ça va devenir problématique très rapidement. Je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire, parce que c'est la question qui sont posées. Est-ce qu'il y a vraiment, on sait bien qu'il n'y a pas de gouvernement encore, mais est-ce qu'il y a une réflexion sur un plan de relance, sur une approche différente pour aider à un retour à l'emploi? Est-ce que ce qui est advenu va rester? Est-ce que c'est pérenne, ou est-ce que ça va revenir à l'économie avant crise? Ou est-ce que ça va rester, les conséquences resteront pérennes? C'est deux sujets complètement différents. Je veux dire, savoir si le gouvernement envisage de faire quelque chose ou savoir s'il va se passer quelque chose, c'est pas du tout pareil. Donc, le gouvernement n'envisage rien de particulier pour la bonne raison qu'il n'y a pas de gouvernement. Donc, depuis maintenant bientôt 2 ans, que le gouvernement paritétique ne fonctionne pas et que les prises de décision sont paralysées et qu'il n'y a pas de budget. Le dernier budget qui a été passé en Israël date de septembre 2018, et il était basé sur les données de l'année précédente. Donc, autant dire que les priorités ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui.
Et donc, le gouvernement ne peut rien prévoir parce que en Israël, la plus grande partie des réformes structurelles importantes se passe à côté de la loi budgétaire par une loi qu'on appelle la Chok HaEsderim, qui est une loi fourre-tout dans laquelle le ministère des Finances rentre comme dans un portefeuille toutes les mesures structurelles importantes et grâce auxquelles une très très grande partie des grandes réformes des différents ministères ou disons des différents corps de l'État ont été effectuées durant les dernières décennies. Et donc là, il n'y a pas eu de Chok HaEsderim, donc pas de cette loi depuis 3 ans. Et par conséquent, même si les armoires des ministères sont pleines de plans, et moi pour avoir travaillé pendant pratiquement toute l'année dernière à la commission de l'éducation et avoir beaucoup travaillé et discuté avec les personnes du ministère des Finances jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils ont plein de plans vraiment géniaux pour améliorer le système, sauf que évidemment cette loi pour l'instant elle n'est non seulement même pas été publiée, mais elle n'est pas près de passer. Il faut pour ça qu'il y ait un gouvernement. Donc du coup je pense qu'Israël devra se passer de cette planification et se reposer une fois de plus sur l'économie réelle. Et quand on se repose sur l'économie réelle, bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le système de la Startup Nation et de la high-tech est complètement à bout de souffle. Le pays est au bout de sa capacité à mobiliser des effectifs et de la main-d'œuvre qualitative. Seule l'armée fournit, va encore chercher dans des classes, enfin des couches plus défavorisées ou dans des personnes qui n'habitent pas à Tel Aviv, des jeunes qui pourront ensuite devenir de brillants entrepreneurs ou ingénieurs. Mais finalement, pour le reste, ça ne fonctionne pas. L'économie, la high-tech est bloquée déjà depuis plus de 5 ans à 8% à peu près du PIB et 3% seulement de la main-d'œuvre en Israël. Et donc, par conséquent, pardon, pas 3%, et 9% de la main-d'œuvre en Israël. Et par conséquent, on ne peut pas, enfin je veux dire, il ne va rien se passer sans qu'il y ait une planification de long terme. Donc ce qu'on peut dire, c'est que oui, certainement, il y aura des modifications des comportements au travail, par exemple le télétravail, puisque ça oui, tous les fonctionnaires d'Israël, à partir du mois d'août, vont pouvoir commencer à travailler 1 jour par semaine à la maison. On espère que ça va entraîner encore d'autres modifications de la culture des salariés, de ces technologies qui se sont développées pendant le corona, avec laquelle on est ce soir en train de se réunir, hein, évidemment, comme le Zoom et encore bien d'autres services de livraison, de passage en virtuel de certaines prestations. Donc ça peut impacter sur l'économie. Cela étant, par exemple, Israël ne saisit pas du tout le défi de l'environnement. Pour ça, il faut, une fois de plus, une planification à long terme, que des ministères travaillent ensemble. Et donc, il faut espérer que peut-être des entrepreneurs, des créateurs, des personnes qui ont des idées, et la société civile, hein, ça c'est vraiment mon sujet, s'emparent finalement de ce sentiment de changement qu'on a pu vivre pendant le corona et essaye d'en faire quelque chose, d'en faire levier pour essayer d'introduire des changements dans l'économie réelle. Mais pour ce qui est de ce que le gouvernement, les gouvernants, les députés, enfin tous les gens qui se trouvent dans la classe politique israélienne et qui se sont vraiment avérés d'être d'une nullité assez forte, assez impressionnante pendant cette crise, si on compte sur eux, non, évidemment, il ne se passera rien du tout. La réponse elle est très claire. On a en Israël aucun plan de relance, aucune perspective en moyen terme, aucune réforme en vue. Hein. Bon, on n'a pas de budget, on est vraiment au jour le jour. Et tout ça, ça me fait repenser à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que justement, on en est à prendre des mesures populistes pour essayer de contrebalancer l'État-providence qui ne donne pas ses fruits. Hein. Et donc, on essaye de satisfaire des populations, une fois les Arabes, une fois les orthodoxes, une fois les indépendants. Bon. Mais c'est de façon très décousue, sans qu'on ait aucune perspective à long terme. Et c'est bien dommage, hein, parce qu'on aurait dû justement profiter de cette crise. Un gouvernement comme en Europe, comme en Italie ou comme aux États-Unis qui annonce des plans de relance importants, ici, ça paraît du miracle, quoi, hein. C'est quelque chose auquel on ne croit pas, et c'est dommage. On aurait pu profiter de cette crise pour justement réparer certains dégâts du libéralisme en vigueur,
sur le plan de la protection sociale, qui a été énormément rognée ces derniers temps, la santé, les formations professionnelles, le retour à l'emploi, ce sera le problème principal à régler. Les infrastructures qui nous manquent terriblement, hein. Vous savez, on manque d'hôpitaux, on manque d'écoles, on manque de beaucoup de choses. Vous savez que l'État n'investit plus dans rien, hein. Vous savez que l'État n'a pas créé un seul lit d'hôpital depuis 20 ans, hein. C'est seulement le secteur privé qui le fait. Et donc, on aurait pu profiter de cette crise pour essayer de réorienter la politique économique vers une politique un peu plus interventionniste, un peu plus, j'allais dire, un peu plus humaine, hein, pour essayer de prendre en compte les inégalités qui se sont creusées. Je ne crois pas que ce sera le cas, hein. Le gouvernement de Netanyahou a tout fait pour essayer de sauver l'économie sans remettre en cause le modèle libéral en cours. Et donc, lorsque l'on a aidé les indépendants, bon, on leur a promis monts et merveilles, mais on a tout fait pour leur donner le moins d'argent possible, si vous voulez, hein, pour essayer d'économiser et de ne pas distribuer trop d'argent. On a fait un petit peu comme ça avec différentes populations. Lorsque ça grondait trop fort, alors on a distribué de l'argent à tout le monde pour essayer de calmer la population, mais tout ça n'entre dans aucune perspective à moyen terme, et c'est bien dommage, hein, parce que on est un pays dans lequel il y a beaucoup à faire, beaucoup à investir, beaucoup à innover, beaucoup à réformer, et je crains que le gouvernement actuel et le gouvernement futur n'aient pas suffisamment de perspectives à long terme. Vous savez aussi, il faut une vision à long terme, et comme les gouvernements en Israël n'ont pas une durée de vie très longue, c'est très difficile de croire que cette crise va remettre de façon fondamentale le modèle économique israélien en cause. Je ne pense pas. Une question, peut-être à Jacques, puisque c'est vous qui en avez parlé tout à l'heure, sur le PIB. Vous disiez que le PIB a baissé que de 2 et quelques %. Effectivement, par rapport à ce qu'on connaît en Europe, on en rêverait ici. Mais comment expliquer cela, malgré tout, que ce n'est baissé que de 2 points? Parce que la crise a touché des secteurs dont la contribution au PIB est la plus faible. Le tourisme, aujourd'hui, c'est 3% du PIB, on va dire en gros. Les petits commerces, la restauration, la culture, ce sont des secteurs qui ont été touchés, qui emploient beaucoup de gens, mais qui emploient des gens qui sont peu qualifiés, avec des bas salaires et une productivité très faible, et donc une contribution au PIB qui est relativement basse. En revanche, les secteurs qui contribuent fortement au PIB, eux, ont réussi à échapper à la crise, hein. La technologie, la finance, le secteur public. On a parlé beaucoup des diamants. Il semblerait que les diamants aient fait aussi de bonnes affaires. Et donc, ces secteurs-là ont contribué au PIB. Ce sont ces secteurs-là qui ont justement permis d'atténuer la crise économique. Alors, si on ajoute là-dessus l'argent que le gouvernement a déversé sur la population pour essayer de soutenir le pouvoir d'achat, alors ça aussi, ça a joué, hein. Malgré que le niveau de vie, alors ce sont des moyennes, hein, mais le niveau de vie moyen de l'Israélien en 2020 a baissé de 4%. Alors ça ne veut pas dire que tous les Israéliens ont perdu 4% de leur pouvoir d'achat, mais ça veut dire que certains se sont enrichis et d'autres ont perdu 80% de leurs revenus. Mais en moyenne, effectivement, dans la mesure où on a cette nouvelle ligne de fracture entre ceux qui ont perdu, qui sont les catégories les plus défavorisées et les moins productives, et ceux qui ont gagné, qui sont les catégories les plus aisées et les plus productifs, ça explique qu'effectivement, à l'arrivée, on ait une perte de PIB qui soit moins importante et moins forte que ce qu'elle n'a été dans la plupart des pays occidentaux. Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'avenir, hein, parce que quand j'entends que Biden lance des plans de relance énormes, l'Italie récemment, ce sont des pays qui vont assez rapidement, enfin dans l'année qui vient, dans l'année et demie qui vient, pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Nous autres en Israël, nous ne repartirons pas sur de nouvelles bases, hein, nous repartirons sur les mêmes bases parce que rien n'a été fait pour changer ou modifier
les règles du jeu, on attend que la crise passe, on attend que la vaccination fasse son effet, et on va, ce qu'on appelle ici, revenir à la normale, c'est-à-dire revenir à une société très inégalitaire, avec aucune perspective à long terme, et uniquement une gestion très libérale de la société israélienne. Une question que je tourne à Yael, plus précisément. C'est toujours étonnant dans toutes les campagnes électorales qui se sont déroulées depuis 2 ans, toutes ces questions économiques, même avant la crise, n'ont jamais été vraiment mises en avant. J'ai l'impression que les Israéliens ont accepté ce mode de vie libéral que vous décrivez, avec toutes ces inégalités que vous décrivez, et aucun parti, semble-t-il, si ce n'est je dirais à la marge, n'a essayé de proposer des plans pour modifier cela ou pour revenir à une économie plus équilibrée, on va dire. Je ne parle pas d'économie socialiste, je parle de plus équilibrée entre le secteur public et le secteur privé. Pourquoi? C'est l'arlésienne de la vie politique israélienne, hein. C'est-à-dire que chaque élection, on nous dit cette fois-ci, on parlera beaucoup d'économie. Et puis personne n'en parle jamais. Eh bien, ça n'intéresse pas grand monde. C'est difficile à dire. Israël est un pays qui a des lignes de clivage et de fracture qui sont identitaires. Et donc, dès que la campagne politique démarre, on repart sur ce qu'on appelle les tribus, c'est-à-dire chaque groupe pousse à la roue pour ses intérêts et on cherche à identifier, à marquer les électeurs au maximum pour qu'ils votent pour la liste qui leur ressemble. Par conséquent, il ne peut pas y avoir de plateforme économique en ce moment en Israël, dans la situation politique dans laquelle on est. Ce n'est tout simplement pas assez intéressant ou pas assez concernant, on va dire ça, pour la population qui est en trauma continu de toutes ces élections. Mais il faut quand même rappeler qu'en 2015, un parti a été élu sur une plateforme économique quasiment socio-économique nette, le parti Kulanu de Moshe Carlon. Pour dire en hébreu, Giloui Naot, je tiens à dire que j'ai été candidate pour le parti Kulanu en 2019, mais il n'existe plus aujourd'hui. Mais c'était un parti qui s'est fondé sur la suite du mouvement social de 2011, de la commission Trachtenberg, de toutes les mesures qui ont été prises et pas véritablement terminées, que Moshe Carlon a été capable d'attraper au vol à travers sa réforme des prix de la téléphonie mobile, avec laquelle, avec une seule réforme, il a fait 10 mandats. Et donc, ça donne quand même à réfléchir pour les hommes politiques, à savoir que s'ils sont capables de réaliser une réforme, quelle qu'elle soit, qui donne du pouvoir d'achat direct aux Israéliens, ceux-ci vont le lui rendre. Et bien, finalement, depuis, Carlon a été ministre des Finances pendant 4 ans, a mené une politique qui n'était pas une politique ultralibérale, mais qui était limitée à sa vision de la vie, un petit peu de social, un petit peu de libéralisation par rapport à des monopoles ou par rapport, il y avait aussi le ministère de l'économie, pas avec un grand succès. Donc finalement, c'est comme si le sujet était retombé comme un soufflet en attendant la prochaine fois. Si effectivement, avec les conséquences à long terme du corona, il se trouve qu'un nouveau mouvement social ou qu'un nouveau mécontentement ou que quelque chose se fait jour, il est possible que dans 2-3 ans, de nouveau, un parti qui sera sur des thématiques économiques pourra réémerger et avoir des députés. Mais en tout cas, pour ce qui est d'aujourd'hui, il suffit de voir l'aventure complètement ratée et déplorable du professeur Yaron Zelicha, qui rassemblait autour de lui, tant qu'il n'était pas candidat et qu'il n'avait pas de liste, énormément d'espoir, qui était le champion anticorruption, qui a été comptable général de l'État, etc. Et qui, avec sa liste économique aux dernières élections, a fait moins de 70 000 voix, c'est-à-dire un mandat et demi. C'est vraiment catastrophique et ça prouve bien que pour l'instant, les Israéliens ne sont pas à même d'écouter, d'entendre, je dirais plutôt, que le bien-être social passe par l'économie, que la politique économique d'un gouvernement va déterminer le visage d'un pays. Et pour l'instant, ils sont obnubilés par des questions identitaires pures et il n'y a rien à y faire. Enfin, je veux dire, ils n'entendront pas et ils n'écouteront pas. Pourtant, dans les programmes du Parti travailliste ou Meretz, je prends l'aile gauche, ces questions avaient été abordées, même de façon marginale, parce qu'il y avait d'autres questions, mais il y avait quand même très marginal. Je vous rappelle juste, je me permets, le magazine The Marker a fait un sondage il y a quelques temps sur la non-existence en Israël d'un impôt sur la succession, un sujet sur lequel j'ai écrit plusieurs fois.
Et quand il a interrogé Emirates et Avoda, ils n'ont pas voulu s'engager à dire que s'ils arrivaient au ministère des Finances, ils imposeraient en Israël un impôt sur les successions. Je rappelle qu'en Israël, l'impôt sur les successions est à 0%, hein, c'est 30% aux États-Unis. Donc c'est pour dire que c'est vraiment pas une mesure socialiste, hein, c'est vraiment la base de la base. Quand on est dans une social-démocratie, même pas super de gauche, un minimum de redistribution et empêcher quelqu'un de léguer toute sa fortune à ses héritiers et rendre un petit peu à l'État au passage, c'est la base. Et bien, Merav Michaeli ni Nitzan Horowitz n'ont voulu s'engager sur ce sujet parce qu'il ne faut pas froisser les hommes d'affaires, il ne faut pas froisser les contributeurs, il ne faut pas froisser les groupes d'intérêt. N'oubliez pas que ces partis sont liés à des mouvements qui, à la base, étaient peut-être des mouvements ouvriers, mais qui aujourd'hui, un mouvement comme la Histadrout, c'est une énorme machine économique avec des intérêts très forts. Et donc, voilà, bien sûr que les sujets ont été évoqués, mais les plateformes économiques, on les reprend d'une élection sur l'autre et on les copie-colle sans qu'il n'y ait jamais véritablement de réflexion, y compris pour l'écologie, hein, dont on n'a même pas parlé ce soir. Mais l'écologie, l'urgence climatique, qui est au premier rang des préoccupations de tous les pays développés. En Israël, si ça arrive au 15e rang, à mon avis, c'est déjà beaucoup, et que chez les gens de 15 ans. Hein. Donc, il faut comprendre qu'on est dans un pays très archaïque du point de vue politique, où les préoccupations des citoyens ne sont pas construites comme dans une démocratie avancée. C'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Je dirais que tout ça est tout à fait juste. Le résultat, c'est que en Israël, plus qu'ailleurs, les pauvres votent à droite et les riches votent à gauche. Voilà, on peut résumer ça comme ça, parce qu'effectivement, le vote est identitaire et culturel, que la population israélienne s'est habituée depuis 10 ou 12 ans à avoir un chef qui sait habilement détourner les questions économiques vers des questions extérieures. Ces derniers mois, c'était la paix avec les Émirats arabes unis, c'était la reconnaissance de Jérusalem par les États-Unis, donc des questions très, très éloignées des questions des réalités économiques immédiates. Et ça marche, puisque effectivement, les questions économiques font très peu l'objet de débats. C'est vrai que dans certains partis de gauche, les questions économiques étaient présentes, mais il n'y a jamais eu aucun débat à la télévision ou dans la presse sur les plateformes économiques des partis. Hein. C'est quelque chose d'impensable ici, en tout cas pas dans les années récentes. Hein. Rafi, on a parlé de la gestion économique, disons, et d'impact sur le système hospitalier. Et on disait tout à l'heure que beaucoup d'argent ont été versés sur les hôpitaux. Est-ce que, de ta position que tu avais à Tel Chomer, tu as vu des changements ou est-ce qu'il y a des changements de l'approche du gouvernement actuel vis-à-vis du système hospitalier ou du système médical public? Ben non, pas du tout. À l'heure actuelle, il n'y a aucun changement. On ne voit pas, même à l'horizon. On a eu beaucoup de compliments, beaucoup de reconnaissance du public en Israël pour vraiment l'attitude courageuse et héroïque de la communauté médicale en Israël. Mais on ne voit pas que ça va être traduit par des budgets pour les hôpitaux. Il faut dire que même avant le corona, les hôpitaux ont été asséchés, affamés pendant des dizaines d'années. Surtout, on manque de services de médecine interne qui sont dans un état déplorable. On manque, comme il a été mentionné tout à l'heure, on n'a pas eu un seul hôpital public construit depuis plus de 20 ans. Il est question d'un deuxième grand hôpital à Beersheba, on en parle depuis 10 ans déjà. C'est sûrement les plans qui commencent à se former maintenant. Et on manque d'hôpitaux aussi dans le nord du pays. Il y a une égalité flagrante entre ce qui se passe, disons, à Tel Aviv et la région de Tel Aviv et ce qui arrive en Galilée ou dans le Negev. Et alors, on espère toujours peut-être que la reconnaissance publique sera traduite par des budgets plus importants. Et pour l'instant, on peut sûrement l'espérer. On ne voit rien de tangible, de précis qui se forme dans le prochain avenir. On a parlé des hôpitaux privés ou des cliniques privées qui ont pris en charge aussi le traitement de l'épidémie. Est-ce que c'était impliqué de la part des patients un paiement ou est-ce que c'était gratuit comme pour les hôpitaux publics? Non, non, tout était gratuit. Le traitement de la corona était gratuit, la vaccination est gratuite. Bon, sur le plan de la gestion sanitaire de la communauté médicale d'Israël, c'était vraiment exemplaire. On aurait beaucoup aimé que le gouvernement suive cet exemple. Revenons aux questions économiques et sociales. On se trouve maintenant
en tout cas en Israël, à la sortie de la crise. On a bien compris qu'on va attendre encore plusieurs semaines pour voir s'il y aura ou pas un gouvernement ou si on se retourne vers un 5e tour d'élection. Mais est-ce que, au vu de ce que vous connaissez de la France et de la façon dont la France a traité cette épidémie sur les plans à la fois sanitaires, économiques et sociales, est-ce que chacun, vous pouvez essayer de faire une comparaison des avantages et inconvénients des deux systèmes? Commençons par le côté médical. Rafi, je pense que tu as une connaissance de ce qui s'est passé en France par rapport au traitement, que tu penses qu'il y a des choses à apprendre d'un côté comme de l'autre? Oui, enfin, l'épidémie n'a pas été aussi grave en France qu'elle a été, par exemple, en Italie ou aux États-Unis. Vraiment, ce qui était vraiment dramatique, c'est que dans un pays aussi développé que, disons, un État comme l'État de New York, on a vu vraiment des scènes comme au Bangladesh ou comme aux Indes aujourd'hui, pratiquement, presque. Et donc, c'est vraiment déplorable. Une des raisons, c'est certainement qu'il n'y a pas aux États-Unis, comme certains pays, un système d'assurance médicale universelle pour toute la population comme il y a en Israël. Je ne connais pas suffisamment bien comment est-ce que la France a géré cette épidémie, mais ce qui est certain, c'est que le taux de vaccination en France a été beaucoup plus bas même que certains pays européens. C'est seulement maintenant que ça reprend, si je comprends bien. Alors là, c'est certainement un exemple que la France pourrait prendre d'Israël. Moi, je veux bien ajouter un petit truc sur le traitement de la pandémie en France, parce que moi, j'ai fait ma ALIA il y a seulement 5 ans. Hein. Donc, je me souviens très bien comment c'était en France. Le système de soins, enfin, le niveau des soins en France est plutôt supérieur à ce qu'on a en Israël. Mais par contre, justement, le système de la médecine libérale a été mis très, très à mal par la pandémie. Parce que justement, il n'y a pas assez de centralisation, même si l'assurance maladie est nationale, au niveau du fonctionnement du système de santé. Chaque laboratoire est une entreprise privée, chaque médecin est comme une petite entreprise privée, même si il est conventionné. Et donc, en fait, en France, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu véritablement une incapacité à mobiliser les personnes qui constituent le système de santé, qui ne sont pas salariés du ministère de la Santé. Comprendre qu'en Israël, la plupart des médecins sont salariés de la COUPA, qui est financée, de la Caisse d'assurance maladie, qui est financée par le ministère de la Santé, ou de l'hôpital, qui est financé par le ministère de la Santé. L'activité privée, elle est à côté. Et donc, du coup, les médecins, quand on les mobilise et ils ne vont pas dire qu'ils sont contre le vaccin. Alors qu'en France, la médecine est libérale. Et le médecin a son droit à son opinion, donc c'est d'ailleurs très important, ça fait partie de la culture française de la médecine. Et donc, en fait, de nombreux médecins se sont exprimés contre les vaccins, ont fait campagne contre les vaccins auprès de leurs patients. On n'est pas arrivé à organiser un système de vaccination et de soins, mais par contre, l'hôpital français a très très bien géré la pandémie, au contraire, hein, avec des taux d'occupation très élevés. Le niveau de soins n'a pas baissé, il est resté. Voilà, il ne faut pas comprendre qu'en France, il y a 23% de la population qui a plus de 65 ans, et en Israël, c'est 11%. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes âgées. Il y a eu des hécatombes dans les EHPAD au début, mais dès qu'il s'est agi d'emmener les gens à l'hôpital, ils ont plutôt été bien traités. Donc, en France, ce qu'on a eu, c'est justement ce que je disais, cette médecine de communauté, de ce qu'on appelle la Keïla, qui ne fonctionne pas, qui n'existe pas en fait, hein, il faut quand même le dire, qui s'est trouvée complètement vulnérable par rapport à l'organisation d'une réplique médicale au niveau national. Et c'est là qu'en Israël, notre supériorité a été très forte. Les soins dans les hôpitaux, oui, bien sûr, les départements de corona ont été montés, mais au plus fort de la crise, il y a quand même eu pas mal de témoignages comme quoi le niveau des soins était assez dégradé dans certains hôpitaux. Donc voilà, chaque pays avec ses limites selon son système. Passons maintenant à l'aspect économique et social du traitement de la crise, alors en comparant les systèmes. Alors, Jacques, peut-être pour commencer. Je vous dirais qu'un pays comme la France, qui en temps normal consacre beaucoup de moyens à sa protection sociale, a beaucoup plus de chances de mieux s'en sortir qu'un pays comme Israël qui consacre peu de moyens à sa protection sociale. Je vous donne un seul chiffre. Israël consacre 16% de son PIB aux dépenses sociales, la France 31%, c'est-à-dire exactement le double. Et donc, en temps normal, c'est bien sûr quelque chose qui donne une bonne protection à la population, mais en période de crise, lorsque l'on dépense aussi peu en protection sociale, on a forcément un problème. Hein. On n'est pas en mesure de résoudre tous les problèmes qui vont se poser. Et donc, je crois qu'effectivement, le principal défi, j'allais dire, enjeu des années à venir pour Israël,
ce sera de renforcer sa protection sociale, de renforcer sa santé pour l'amener à un niveau, j'allais dire, de générosité qui lui permette de faire face à des crises de cette ampleur. Aujourd'hui, c'est une pandémie. Demain, ça peut être une grande guerre. Après-demain, ça peut être un grand tremblement de terre, dont on parle régulièrement en Israël, et que l'on ne sera pas en mesure en Israël de faire face si on ne se donne pas les moyens en termes économiques et sociaux d'y faire face. Et pour ça, il ne faut pas attendre que l'événement se produise, mais il faut le faire dès maintenant, c'est-à-dire avec une perspective à moyen terme que pour l'instant et malheureusement on ne voit pas venir. Effectivement, c'est ce que dit Jacques est tout à fait juste. Et en Israël, on aurait bien besoin d'un New Deal à la Biden. Là, on serait très content parce qu'on a un problème très grave d'infrastructure. Hein. Je crois que là, la situation sur les routes est devenue critique. Les hôpitaux, comme l'a dit Rafi, effectivement, on ne peut pas se contenter de construire un hôpital tous les 40 ans. C'est certainement pas possible. Il faut développer le territoire d'une façon qui soit moins centralisée. Et donc, c'est là que l'État devrait évidemment mettre en place un programme qui fournirait à la fois de l'emploi, des avancées technologiques, qui permettrait de rendre l'économie plus vertueuse, etc. Mais pour l'instant, ça ne marche pas du tout comme ça. Effectivement, le niveau de dépenses sociales n'est pas suffisant, mais moi, sans souligner la protection sociale, parce qu'en Israël, c'est quand même différent, les filets de sécurité personnels et familiaux sont quand même plus forts, c'est pas les mêmes, enfin, je veux dire, on a des populations ultra-orthodoxes pour lesquelles c'est un choix de ne pas travailler, donc ce n'est pas la même chose. Même si 50% des familles ultra-orthodoxes sont pauvres, il ne faut pas oublier que ce n'est pas subi, c'est choisi. Donc, les chiffres ne sont pas tout à fait netto comparables avec ce qui se passe en France. Par contre, là où il faut vraiment mettre le paquet et où on est en train de prendre un retard considérable, c'est évidemment l'éducation, y compris l'enseignement supérieur. Et c'est évident que cette coexistence de 4 systèmes scolaires séparés, un pour les ultra-orthodoxes, un pour les arabes, un pour les non-religieux et un pour les sionistes religieux est une catastrophe pour le pays. C'est une évidence que le fait qu'il n'y a pas de tronc commun, qu'on n'est pas capable d'obliger les élèves ultra-orthodoxes à arriver avec un minimum de bagages scolaires à la majorité est une catastrophe qui tire le pays sans cesse plus vers le bas. Et s'il y a un challenge ici aujourd'hui, qui ne serait donc pas le New Deal, ça serait de réformer certainement, pour moi en tout cas, hein, le système scolaire, c'est une priorité absolue. Écoutez, ben merci. Ça sera peut-être le sujet d'un prochain Zoom, une prochaine visioconférence. Parlons de système scolaire israélien que peu de gens ici, en tout cas, connaissent dans sa façon d'être. Merci à vous trois. J'ai pas voulu, parce que c'était pas le sujet, rentrer sur les questions sur la problématique identitaire, palestinienne, etc. On en parle régulièrement. Pour une fois, on a voulu ne parler que des problèmes liés à la situation économique et sociale après cette pandémie. Que notre prochaine visioconférence a confirmé, mais théoriquement devrait avoir lieu le 11 mai. On va avoir comme invité Shaul Arieli, qui est ancien gouverneur de Gaza, historien, docteur en histoire, qui est un des meilleurs spécialistes de la gestion du conflit. Shaul a rédigé un atlas du conflit que nous avons fait traduire en français. Il est traduit aussi en anglais, en russe, en arabe, évidemment en hébreu. Et donc, il va nous présenter cet atlas du conflit avec toutes les cartes qui l'accompagnent, qui permettent de mieux comprendre un siècle d'histoire au Moyen-Orient. Le 3 juin, nous reviendrons aussi à la question autour de la problématique du nationalisme israélien, de son identité et de son évolution. Voilà, déjà pour caler vos prochaines dates de rendez-vous. Et merci à vous trois encore, Rafi, Yael et Jacques, et à très bientôt. Bonsoir. Bonsoir, shalom à tous. Bonsoir.